Bonsoir et bienvenue à tous pour cette dernière séquence de notre émission consacrée aux élections brésiliennes et au choc du score du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec plus de 46%. C'était dimanche au premier tour des élections présidentielles. On va en parler avec nos trois invités en plateau. Maud Chirio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et spécialiste des droites autoritaires au Brésil. C'est particulièrement utile en ce moment. Erika Campelo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes coprésidente de l'association Autre Brésil. Vous réalisez notamment avec cette association un site d'actualité sur le Brésil. Tout à fait. Et je regardais ce matin le site avec un article notamment qui faisait la une titré « Catastrophe évitée, le pire est à venir ». Enfin, à vos côtés, Fabrice Andréani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, alors vous êtes doctorant à l'Université Lumière Lyon 2 et vous êtes un spécialiste du Venezuela et des gauches au Venezuela. Et on va voir en cours de soirée qu'il y a eu aussi un impact, notamment de la crise migratoire du Venezuela dans l'élection au Brésil. Et on essaiera d'élargir avec vous un peu avec les gauches latinos. Merci à tous les trois d'être présents. Pour lancer peut-être cette discussion, un petit tour de parole rapide. Est-ce qu'avec 46% pour vous, c'est plié, l'élection du 28 octobre est jouée, ou il y a encore un peu de suspense? Maud Chirio. Il y a peu de suspense, malheureusement. Si on additionne les forces qui sont susceptibles de se rallier à Fernando Haddad, on arrive difficilement à 35-40%. Donc il faudrait que les forces se recomposent véritablement, ce qui est encore un petit peu imprévisible, mais qui est très très peu probable à mes yeux. D'accord. Vous faites à peu près le même constat sur... Malheureusement, oui. Forcément, on est d'accord. C'est vraiment très, très difficile parce que quand on regarde les 46 millions de votes qu'il y a eu, les 50 millions de votes qu'il y a eu Bolsonaro, aujourd'hui, c'est quasiment impossible que même avec l'alliance de tous les partis de gauche et de centre et de droite, Haddad arrive à dépasser ces 46%. Alors, juste, il y a un petit point que je voudrais... Parce qu'on a beaucoup parlé depuis lundi dans les médias français du score de Bolsonaro, évidemment, à l'élection présidentielle. Mais il y a eu plusieurs élections qui sont jouées en même temps. Maud Chirio, là-dessus, il y a eu des élections législatives également, et puis des élections pour les gouverneurs dans les États. Est-ce que, en gros, le score massif de l'extrême droite à la présidentielle a été confirmé dans ces élections parallèles, ou finalement les choses sont peut-être un peu plus compliquées? Il a été globalement confirmé, mais il se répartit différemment en fonction du territoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une région du Brésil, le nord-est, qui est la région la plus pauvre, anciennement pauvre, et qui a bénéficié des gouvernements du PT, qui résiste de manière très claire au vote en faveur de Bolsonaro. Mais dans le reste du pays, tout particulièrement dans le sud, dans le sud-est, dans l'ouest, non seulement les candidats de ce parti sont arrivés très haut dans les assemblées des États, mais tous ceux qui l'ont soutenu, en fait, tous les partis qui, au dernier moment, parfois, ont soutenu sa candidature, ont été boostés par cet appui. D'accord. Vous faites à peu près la même analyse sur c'est vrai qu'il y a un nord-estais qui reste très, en fait, parti travailleur. Oui, tout à fait. Il y a un nord-est qui reste encore très attaché au Parti des travailleurs, au PT, là où toujours Lula, Dilma et maintenant Fernando Haddad ont vraiment pu épuiser et tirer leur vote, leur butin, sachant que, par exemple, un État comme le Roraima, qui est juste à la divise avec le Venezuela, dont on parlera tout à l'heure, c'est un État qui bascule aussi dans les mains de l'extrême droite du PSL de Bolsonaro. D'accord. Là-dessus, j'avais une curiosité un peu. Est-ce qu'on peut commencer, à quelques jours là, du premier tour, à dresser un profil type un peu de l'électeur ou l'électrice de Bolsonaro? En gros, vous disiez près de 50 millions près de 50 millions d'électeurs. Alors, est-ce qu'on sait maintenant un peu plus clairement qui a voté? Est-ce qu'on peut déjà dresser ce portrait? Son électorat initial, originel, quand il était à 15-20%, était un électorat qui était marqué par le fait d'être plus masculin, de gagner plus d'argent, d'avoir été plus éduqué, parce qu'il gagnait plus d'argent, c'est totalement corrélé, d'être plus clair de peau et d'être plus évangéliste que le reste de la population. Mais avec le passage de 20-25% à 45%, sa diffusion sociale s'est considérablement accrue. Et une partie des électeurs, par exemple, qui étaient des électeurs qui avaient le profil des
électeurs pour Lula, voire qui avaient prévu de voter pour Lula, se sont rabattus sur Bolsonaro, ce qui est quand même un passage assez étonnant, mais on commence à avoir des indicateurs de ce comportement assez importants. Et alors, par exemple, sur les histoires de plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, est-ce qu'on a là-dessus des chiffres, des premières données? Là encore, les indicateurs sont des indicateurs qui datent de 10 jours avant le premier tour et du coup qui ont perdu une augmentation de 15 points. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans les 10 derniers jours. Il s'est passé quelque chose, on pourra en reparler peut-être. Il y a eu un passage de 30 à 45% dans la dernière ligne droite. Auparavant, les très jeunes et les très vieux étaient plutôt moins votants pour Bolsonaro, c'est-à-dire les moins de 30 ans et les plus de 60 étaient moins électeurs. Peut-être parce que les plus de 60 avaient des souvenirs plus précis de la dictature à laquelle ils se réfèrent, peut-être parce qu'ils sont aussi plus conservateurs et qu'ils représentent finalement quelque chose qui va plus loin que l'ordre en place, que l'establishment en place. Mais actuellement, on n'a pas de données. Hein. Je ne vous parle pas à partir de données précises parce qu'on est arrivé à des taux qui ont augmenté cette population. Alors du coup... Oui, j'aimerais bien juste rajouter quelque chose par rapport à cet électeur de Bolsonaro, qui c'est très important. Je pense qu'il y a aussi la question des classes moyennes, basses, et les classes moins défavorisées, où le PT, pendant 14 ans, a vraiment eu sa source de vote qui était très importante. Et là, ces derniers jours, quand Bolsonaro explose son plafond de 20-25%, la question, c'est que ces personnes-là aussi ont contribué à... On ne passe pas de 20% à 46% d'intention de vote. Et ces classes populaires sont confrontées à une question très importante, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder pendant la soirée, c'est la question de la violence. Et cela, ça a énormément changé la donne. Alors, il y a beaucoup de choses là déjà qui ont été dites. Il faudra aussi revenir sur cet effet de seuil des derniers jours de campagne. Tout de même, revenons-en au personnage, Bolsonaro, qui est encore assez peu connu en France. Un ancien militaire, nostalgique de la dictature. On a beaucoup parlé des sorties racistes, misogynes, homophobes, etc. Qui donne l'impression peut-être de vouloir se recentrer en début de campagne, mais ça reste à valider. Je voulais qu'on passe peut-être, qu'on commente ensemble une première photo qui est celle de du candidat à la vice-présidence du parti, qui est un personnage important également et qui permet un peu de donner un peu la galaxie Bolsonaro. Est-ce que, par exemple, Erika, vous pouvez commenter, nous dire un peu qui est Hamilton Mourão, qu'on voit à l'écran? Le général Hamilton Mourão, donc c'est quelqu'un qui appartient aux forces armées brésiliennes, qui a fait toute sa carrière là-dedans. C'est quelqu'un d'extrêmement raciste, comme M. Bolsonaro. Avant les élections, il était venu dans un plateau de télé pour présenter son petit-fils. Il a dit, regardez, on est capable de, ligne par, nettoyer la race. Voyez, j'ai un petit-fils blanc. Voilà, c'est comme ça que ces gens-là réfléchissent et pensent aujourd'hui au Brésil. Et c'est ces gens-là qui sont aux portes du pouvoir. Donc, Mourão, c'est un héros de l'extrême droite militaire depuis vraiment 20 ans. C'est quelqu'un qui fait partie de ces militaires qui ont commencé leur carrière sous le régime militaire et qui regardent cette période comme une période de gloire, de puissance, et qui ne sont jamais sortis de ce regard. Et Mourão, dans les 6-7 dernières années, il était vraiment devenu la figure symbole de cette extrême droite militaire. Il avait des grands ballons qui étaient érigés dans les manifestations très à droite, qui revendiquaient l'impeachment de Dilma. Donc il était déjà devenu lui-même une figure de leader. Bien moins que celle de Bolsonaro, et bien sûr ce que Bolsonaro va devenir, mais c'est quelqu'un qui est un symbole absolu de la référence que Bolsonaro veut établir à la dictature militaire et à ses forces militaires extrêmement conservatrices, plus que conservatrices, véritablement d'une extrême droite rageuse et nostalgique de la dictature. Alors, seconde photographie, que je vous propose également de commenter. Là, on voit en fait le fils de Jair Bolsonaro qui porte un t-shirt à l'effigie. Donc, on peut lire « Ustra vivant ». C'est-à-dire, Ustra, c'est un des responsables de la dictature brésilienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est ce personnage et quel est le sens du coup de cette référence ? Alors,
Ustra, c'était un des plus importants tortionnaires de la dictature. C'est lui qui était le tortionnaire de Dilma Rousseff, l'ancienne présidente destituée, sachant que Bolsonaro, le jour de sa destitution, c'est là qu'il naît pour le grand public brésilien. Bolsonaro naît au Brésil en avril 2016, pendant la destitution de Dilma, quand il rend hommage au colonel Ustra en votant pour la destitution de Dilma Rousseff. Ça, c'est très important. Il est né là-bas. Il est encore pire que ça, Ustra, parce que ce n'est pas seulement un petit tortionnaire de base, il a été le chef du principal appareil répressif à São Paulo pendant les années de plomb. Donc c'est celui qui a commandé non seulement la torture de Dilma Rousseff, mais la torture de dizaines d'autres opposants, leur assassinat, leur disparition. Et c'est le seul qui, dès la transition démocratique, a commencé à parler sur ce qui s'est passé et à construire une mémoire militaire qui revendiquait ce qui s'était passé. Dès 1987, il a commencé à publier des livres. Il est devenu, il est entré dans le panthéon de la nostalgie d'extrême droite militaire, au point d'en devenir un symbole. L'image qu'on voyait là sur le t-shirt, c'est une photo de Ustra à la commission Vérité. C'est son témoignage à la commission Vérité. Il avait gardé ses lunettes et donc il a été demandé à témoigner et il a revendiqué ce qui s'était passé, la guerre contre le communisme, qu'il était fier d'avoir gagné, que l'institution avait gagné. Et donc le fait non seulement de prendre cette personne-là et ce visage-là, au moment de la commission Vérité, montre bien que tout ce groupe autour de Bolsonaro, sa famille, mais son parti également, se réfère à cette mémoire militaire au sujet de la dictature. Mais ce qui est étonnant, c'est que le recours à ce genre d'images et d'imaginaires et de personnes est devenu visiblement quelque chose qui ne choque absolument plus dans la campagne ou qui peut même devenir un fait majoritaire, visiblement, puisqu'il a presque été élu au premier tour. À quel moment les choses se sont emballées ou pourquoi tout a changé d'un coup? Je reviens sur la photo parce qu'il y a quelque chose de très important sur cette photo. C'est le fils de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Les députés... Il vient d'être élu député à la Chambre, au Congrès brésilien, au Parlement, à l'Assemblée nationale, le plus voté. C'est très symbolique. Bolsonaro, il a élu ce fils à l'Assemblée nationale et un fils au Sénat. Donc c'est une famille politique dans tout le sens du mot. Alors, quand ça a basculé, et moi je reviens sur la violence. La violence au Brésil, elle est structurelle et elle dure depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose que les classes populaires, toutes les classes sociales mélangées n'en peuvent plus. Et c'est là l'enjeu de la violence qui a énormément fait basculer les gens qui en avaient vraiment ras-le-bol. Et c'est dommage parce que la gauche brésilienne n'a jamais pris de face le sujet de la violence. Alors on va revenir sur la responsabilité du PT là-dessus, mais encore une fois sur comment on instrumentalise le souvenir de la dictature dans le débat aujourd'hui. C'est quand les moments de bascule pour vous? Alors, il y a deux choses à comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a jamais eu une entreprise publique, républicaine, de construction d'une mémoire, de rejet de la dictature, ou alors très, très tardivement, la transition à la démocratie au Brésil a été négociée. Je rappelle, la dictature 64-85. Exactement. Les tortionnaires et assassins au sein de l'appareil d'État ont été amnistiés en 1979 par les militaires eux-mêmes, qui se auto-amnistiés. Cette amnistie n'a jamais été remise en cause. Et elle a été associée à l'idée d'une amnésie collective. On va reconstruire sur le nouveau et on ne va pas parler de ce qui s'est passé, ce qui a empêché la construction solide d'une mémoire sociale négative au sujet de cette période. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que je pense absolument important et qui explique que depuis l'Europe, on ne comprenne pas cette espèce de délire collectif qui semble avoir pris le peuple brésilien au point d'adhérer à quelque chose qui semble extérieur au consensus démocratique qui était encore anciennement ce qui semblait être la base de la scène publique. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vote Bolsonaro, il s'appuie sur un récit de la réalité et un récit de l'histoire. Selon ce récit, au sein de la nation brésilienne, il y a une menace éternelle qui est la menace à la fois des communistes qui n'ont jamais disparu, qui sont plus ou moins subvertis moralement, qui sont plus ou moins dégenrés, selon l'expression consacrée par eux, et que cette menace communiste, elle est incarnée au Brésil actuellement par un grand parti corrompu et criminel qui est le PT. Et ce discours-là, ce récit-là, si on n'arrive pas à comprendre à quel point il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont adhéré à ce discours-là, on ne comprend ni Bolsonaro, ni
la révision de la dictature, parce que le regard sur la dictature, il est guidé par ce récit-là. Ah oui, mais il y avait encore la menace communiste à l'époque, et depuis 20 ans, des gens de gauche essaient de nous faire croire que les méchants dans l'histoire, c'était les militaires. Donc il y a vraiment une narrative, il y a une bataille des récits, et l'adhésion au récit, qui a été extrêmement diffusée de manière très professionnelle, permet de comprendre beaucoup d'éléments mystérieux dans le discours actuel de cette extrême droite. Mais ça veut dire qu'il y a des médias de masse derrière qui ont répercuté, qui ont suivi, comme on pourrait dire, Fox News sur Trump aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu ce genre de connivence ? Alors, depuis 2014, la circulation d'informations entre cette droite ne passe pas par les grands médias. Les grands médias, ils ont ciblé sur certaines questions, en particulier sur la question de la corruption, qui est l'unique chose de laquelle on parle au Brésil depuis 4 ans. Maintenant, on ne parle plus que de ça. C'est 90% de l'espace public, ce qui a construit une manière de ne lire le politique qu'à partir de la grille de la corruption, ce qui est important dans cette histoire-là, dans la question des récits. Mais l'essentiel du discours passe par les réseaux sociaux, passe par WhatsApp et Facebook. Il y a un travail très très bon qui a analysé la campagne de 2014, donc pour la réélection de Dilma Rousseff, autour des groupes Facebook, en disant qu'il y avait 10 millions de Brésiliens qui, en 2014, étaient adhérents de groupes Facebook qui pouvaient être catégorisés à l'extrême droite. En 2014, qui avaient ce discours sur la vénézuélisation du Brésil, sur le projet d'une grande république socialiste. Donc ce discours-là, il existe en fait depuis 4 ans. Il touche les gens intimement dans leur cercle personnel depuis 4 ans, et c'est un phénomène qui n'a fait qu'augmenter, et en particulier augmenter récemment. Et la question du récit dont parlait Maud, la question de l'ennemi interne, l'éternel communiste qui est planqué quelque part au Brésil chez quelqu'un et qui va sortir, va faire la révolution communiste, elle existe. Mais Bolsonaro, il s'est énormément appuyé aussi sur la question de la violence et comment régler la question de la violence immédiatement. Une de ses phrases phares, c'est « le bon bandit, c'est le bandit mort ». Il faut tuer les bandits. En associant les activistes politiques et tous les mouvements sociaux en tant que terroristes et bandits. C'est ça son discours. Et le discours du bandit, il a une résonance chez les gens, sur les classes aisées, parce qu'elles n'échappent pas à la violence, parce qu'ils sont enfermés dans leurs condomines, dans leurs résidences très protégées, les classes moyennes qui sont entre deux, et les classes populaires, parce que quand on va dans les régions déshéritées du Brésil, dans les villes, on va à São Paulo, on va à Rio, on va à Belo Horizonte, dans les grandes villes, centres urbains, on a des quartiers où l'État n'est pas du tout présent. Les gens vivent entre les trafiquants de drogue et les milices armées. Et là, sur les milices armées, Bolsonaro connaît bien, parce que c'est là d'où une de ses origines. Bon, c'est une discussion aussi pour plus tard, mais c'est ça la question aussi. Et Bolsonaro, chaque fois qu'on le voyait à l'hôpital, après le coup de couteau, une de ses premières images à l'hôpital, il faisait les doigts tout le temps, à chaque fois. Et cet rapport avec la violence, et ces rapports, on va régler nous-mêmes, nous, vous, les citoyens de bien. C'est qui les citoyens de bien? Il a dit ça pendant tout son discours. Les citoyens de bien vont avoir droit plus facilement aux armes. Et là, ce que vous décrivez quand même, c'est donc sur des tendances de plusieurs années, même si on est sur, disons, du moyen terme. On a parlé d'un effet de seuil, un emballement de fin de campagne, où c'est vrai que les derniers jours, on voyait les sondages où ça prenait 3 points par jour. Et c'était assez sidérant, on n'y croyait pas vraiment. Jean-Mathieu Albertini, notre correspondant à Rio, disait « mais peut-être qu'il va passer dès le premier tour, il faut faire attention, etc. » C'est pas passé loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment vous expliquez, du coup, un emballement sur les 10 derniers jours? On a parlé du vote des évangéliques. Alors, à mon avis, le premier facteur, c'est l'adhésion officielle, affichée, associée à un appui médiatique et à une indication de vote dans les temples, très fréquente, dont qui que ce soit qui connaît un évangéliste, à Rio en particulier, ce qui est mon cas, c'est que la dernière semaine, lors des prêches, beaucoup de pasteurs ont demandé à leurs fidèles, comme une exigence, de voter Bolsonaro. Donc ça, c'est quelque chose qui a, à mon avis, un élément décisif. Mais qui est une surprise quand même, non, quand on connaît le Brésil, ou alors pas du tout? C'est-à-dire, il y avait déjà... Pas du tout. Pas du tout. Vous pariez sur le soutien de toutes les églises à... C'est-à-dire qu'il y avait déjà une connivence très forte, puisque une grande partie des thématiques très conservatrices sur les questions sociétales de Bolsonaro est complètement identique à celle des églises évangélistes qui défendent les mêmes thèses. Par contre, on ne pouvait pas savoir qu'à un moment, la stratégie serait de demander
à l'ensemble des pasteurs d'exiger le vote des fidèles. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas, il faudra que des sociologues ensuite travaillent sur ce qui s'est passé concrètement dans les temples. Ça s'est passé de manière si rapide qu'on ne peut pas savoir. Donc je pense qu'il y a un premier élément qui est ça. Deuxième élément, plus largement, à la fin de sa campagne, Bolsonaro a vu se rallier tous les grands intérêts dominants. Il a vu se rallier l'agrobusiness, il a vu se rallier le lobby des armes, il a vu se rallier une partie des grandes télévisions. Donc cette situation l'a fait sortir d'une niche où il était quand même un petit peu sulfureux. Et pour une partie des gens, quand il y a une partie de la classe politique qui se rallie, une partie de tous leurs parlementaires locaux qui disent que finalement c'est la sortie pour le Brésil, on aurait pu craindre, enfin il aurait pu imaginer que ça allait l'associer à l'establishment. Ça l'a pas du tout associé à l'establishment. Et dernier élément, à mon avis, c'est l'explosion complètement démente des circulations de fake news dans les 10 derniers jours. N'importe qui dans des réseaux sociaux brésiliens a vu passer les milliers et les milliers, je ne dis pas ça comme une expression, des milliers de liens qui expliquaient que les manifestations de femmes contre Bolsonaro s'étaient terminées en grandes orgies sexuelles, qu'on voyait des corps d'hommes et de femmes, en fait c'était Haddad ou sa colistière qui s'était fait tatouer Che Guevara et Lénine sur le corps, qu'on allait distribuer des biberons en forme de pénis dans les écoles, mais vous ne pouvez pas imaginer la quantité de choses. Manuela Dávila, la vice-présidente avec Haddad du PT, il avait des photos, elle a 2 petites filles, donc il avait des photos d'elle, comme disait Maud, avec des biberons, avec la tétine en forme de pénis, en disant qu'elle donnait à boire à ses filles du lait dans ses biberons. C'est le niveau et c'est lui-là. Mais c'est des posts qui étaient partagés 200 000, 300 000 fois sur Facebook et qui circulaient essentiellement par WhatsApp, dont on n'arrive pas à imaginer la diffusion sociale. Alors, bien sûr, la plupart des gens qui ouvrent ça imaginent que c'est un peu délirant, mais ça construit un imaginaire collectif sur le fait que le grand ennemi de cette élection, le mal absolu, surtout sur des questions morales à la fin, en fait, plutôt que sur des questions de communisme, vraiment sur des questions de sexualisation des enfants. Alors, la grande fake news, c'était communisation des enfants après 5 ans pour réassignation de genre. Non, mais je pense qu'on peut comparer avec la France, parce qu'il y a les questions de l'éducation au genre en France. On a eu tout un débat ici. Et ça fait pas très longtemps, c'était pendant le gouvernement d'Hollande, donc ça fait à peine 2 ans. Imaginez ça au niveau du Brésil, où presque aujourd'hui 22 millions de Brésiliens sont de confession évangéliste. Il faut toujours penser que les évangélistes néo-pentecostistes brésiliens sont ultra-conservateurs sur la morale. Et donc, là-dessus, c'était quelque chose de très, très, très puissant. Et une chose très importante aussi, c'est que c'est la première fois que les églises évangélistes se mettent d'accord pour élire un président. Ça n'avait jamais passé comme ça. C'est ce que, juste sur la circulation des fake news, on pense du coup quand même un peu aux élections aussi, à l'élection de Donald Trump. Et du coup, parce je voulais aussi montrer la couverture de The Economist qu'on avait vue, qui parlait de Bolsonaro comme la dernière menace d'Amérique latine. Et ensuite, dans la foulée, il y a eu tous ces commentaires sur un Bolsonaro qui serait un peu le Trump tropical. Je voudrais un peu tous vous entendre sur cette comparaison. Est-ce que c'est si pertinent que ça de ramener le phénomène ou la victoire qui s'annonce de Bolsonaro à un énième avatar du Trumpisme, ou c'est autre chose? Comment vous pensez ça? Chacun d'entre vous, Fabrice, Andréani. Moi, modestement, je pense que c'est limité parce qu'effectivement, il y a ce phénomène qu'on dit qualifie généralement populiste, c'est-à-dire on joue sur le lien direct, on joue sur le fait que les institutions sont lentes, ça ne marche pas, donc il faut des solutions plus rapides. C'est la compression du temps, en fait. Dire, voilà, on va trouver des solutions tout de suite, maintenant, tout ça, on retrouve ça, mais on retrouvait ça chez Chavez à l'époque, chez pas mal d'hommes politiques très différents. Mais là, par contre, il y a un élément, clairement, ce que moi j'en ai lu, en tout cas, qui est clairement vers autre chose. Il y a cette idée quand même qu'on va vers un autre ordre, quelque chose qui tire beaucoup plus vers le fascisant, en fait. Que Donald Trump, qui pouvait être conseillé par des fascistes ou des proto-fascistes ou des philo-fascistes, mais bon, la alt-right, c'est quand même autre chose, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc où on tire vraiment vers
Même constat là-dessus, Alors, sur la moi, différence de degré C'est clairement des phénomènes différents et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une dimension fasciste dans davantage d'éléments et dans les mécanismes d'adhésion, à mes yeux. Il n'empêche que Steve Bannon est membre de l'équipe de campagne de Bolsonaro quand même. Il est membre officiel. Il a intégré relativement récemment. Mais donc, il y a des circulations de thématiques sur le genre, circulation de réseau. On aura besoin de temps pour découvrir ça, mais la puissance de hacking des réseaux bolsonaristes qui ont réussi à pirater le groupe des femmes contre Bolsonaro et qui sont des grands producteurs de fake news à une échelle complètement professionnelle, industrielle et professionnelle, sont difficilement envisageables avec les ressources de l'extrême droite brésilienne de ces dernières années. Ils ont forcément reçu des formations, des aides de réseau dont on commence à peine, parce que les chercheurs sont lents sur ces questions-là. Mais ça pourrait être des réseaux d'Europe, pardon de vous couper, mais ça pourrait être aussi des extrêmes droites. Je sais pas, je vois des indicateurs. Bannon, c'est un bon indicateur quand même. Des circulations de thématiques, que ce soit sur les questions morales ou sur les questions politiques. Mais donc ça, c'est des éléments qui donnent l'idée d'une fratrie, en tout cas. C'est pas les mêmes mouvements, mais c'est des mouvements qui sont cousins ou frères. Néanmoins, il y a tout un tas d'autres éléments, et en particulier par rapport à Trump, il y a le fait que Bolsonaro ne se prépare pas à respecter les institutions démocratiques. Il ne se prépare pas. Son colistier a dit que la Constitution de 88, ça n'allait pas, que ça respectait trop les droits de l'homme et que les droits de l'homme, c'était une chose de communiste, et que ça respectait les droits des minorités aux dépens de la majorité. Et que d'ailleurs, cette Constitution, elle avait été faite avec une constituante. Il ne faut jamais faire les constitutions avec les constituantes parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut mettre dans une Constitution. Donc ça, c'est des éléments assez... Alors, en même temps, il va être élu. C'est-à-dire, autant la destitution de Dilma était problématique en termes de respect de la... Voilà. Autant, là, la démo... Bien sûr. Oui, mais après, on peut arriver au pouvoir de manière démocratique, comme Hitler, par exemple. Pas démocratique, mais en tout cas, selon la règle légale, poussé par un mouvement populaire, et ensuite faire exploser complètement le système. Bien sûr. Et aujourd'hui, par exemple, les analystes, les scientistes politiques brésiliens, là, hier même, Safati, qui est professeur à la USP, à l'Université de São Paulo, il disait ça. Il disait carrément que Bolsonaro, c'est quelqu'un qu'on n'attend pas qu'il respecte les institutions. C'est quelqu'un qui, en premier coup d'énervement ou avec un grand... il n'a pas la majorité dans l'Assemblée nationale, ce que Lula n'a jamais eu non plus. Il faut penser, l'Assemblée nationale brésilienne est constituée par 570 députés. Aujourd'hui, le PT reste, le Parti des travailleurs reste le plus grand groupe parlementaire, avec les 52 députés, 56, pardon. Deuxième groupe parlementaire, c'est celui de Bolsonaro, PSL, 52 députés. Il passe de 1 député à 52 députés. C'est énorme. Le PT perd 14 députés, parce que le PT était déjà le plus grand groupe parlementaire. Mais il n'a pas la majorité. Aujourd'hui, il y a 30 partis dans la nouvelle Assemblée nationale brésilienne. Et donc, il va falloir faire des compromis. Ouais. Et alors, est-ce qu'il est prêt à jouer les jeux politiques brésiliens ? Alors, peut-être pour comprendre, là, on a commencé à décrire le phénomène Bolsonaro. Je pense que le revers, c'est le PT. C'est-à-dire essayer de comprendre. Là, on a essayé de confectionner dans la journée un graphique qu'on va voir qui montre l'évolution les pourcentages des élections générales pour le Parti travailleur. On passe en gros de 60% en 2006 avec Lula à aujourd'hui moins de 30%. Bref, en 12 ans, on a perdu la moitié, en gros, des pourcentages. C'est assez net. Je pense qu'on ne comprend pas Bolsonaro sans comprendre non plus cette dynamique. Il y a à la fois des histoires de corruption, visiblement. Il y a aussi peut-être un échec ou pas dans la lutte contre les inégalités. Comment vous racontez un peu ce graphique qu'on vient de voir ? Alors, pour bien comprendre le graphique, il faut quand même rajouter un élément qui est que Lula, il est en prison et que dans les estimations sur sa popularité en août, donc il y a très peu de temps, il était à plus de 40%. Donc on ne peut pas simplement lire le PT, l'évolution de l'adhésion au PT comme un effondrement. C'est un peu plus compliqué que ça. Le loulisme, c'est pas tout à fait pareil que le pétisme. L'attachement populaire à la personne de Lula a beaucoup mieux résisté qu'au PT, qui a été identifié comme
par plein de Brésiliens comme un parti du passé, comme un parti auquel on ne pouvait plus faire confiance. Mais ça n'a pas été le cas de Lula à la même échelle. Donc ça, c'est un élément important. Après, sur les raisons de la construction de l'antipétisme, il y a énormément d'éléments. Il y a le fait que c'est un parti qui avait promis plus de justice sociale et qui s'était construit son identité sur le fait de faire de la politique autrement et d'en cesser avec les pratiques de corruption systémique qui étaient complètement dominantes dans les gouvernements précédents. Il faut avoir l'idée que sous Fernando Henrique Cardoso, la corruption était autant un mode de gouvernement que sous les Lula, puisque sous Dilma Rousseff, il y a eu une réduction très nette du mode de corruption. Donc il a trahi cet engagement-là, au sens où il n'y a pas eu de modification des modes de gouvernement. Néanmoins, il n'y en a pas eu d'invention des modes de gouvernement. La seule présidente qui a tenté de rétropédaler véritablement sur ce mode de gouvernement, c'est Dilma Rousseff. Dilma Rousseff n'est accusée de rien. Elle s'est éloignée de tous les alliés qui étaient impliqués dans des scandales de corruption. Elle a créé des puissants outils pour la justice et la police fédérale qui a agi au sein de son propre parti et de ses alliés. Et c'est en grande partie pour ça qu'elle est tombée, quand même. Ce dont parle Maud aussi, c'est quelque chose très importante qui, malheureusement, le PT n'a pas été en mesure de le faire, c'est la réforme politique. Les institutions. Quand Lula arrive au pouvoir la première fois en 2003, il y avait 3 réformes essentielles qu'elles auraient dû être faites. Quand lui, il avait 84% d'avis favorables. C'était la première, la réforme politique. La deuxième, la réforme agraire. Le Brésil, c'est un pays essentiellement violent aussi par rapport à son rapport avec la terre et la question agraire. Et troisièmement, la réforme tributaire, parce que les riches brésiliens ne payent pas d'impôts. Pour faire vite, le PT, le premier scandale de corruption qui arrive contre le PT, il date de 2005, ce qu'on appelait le mensalão, c'est-à-dire pour faire approuver ces projets sociaux, le PT a utilisé ce qui existait, un schéma de corruption qui existait déjà, qui était implanté, comme disait Maud, par Fernando Henrique Cardoso, c'est-à-dire payer les députés de l'opposition pour voter les lois. Ça, c'était le premier grand scandale. Mais il faut voir que le problème du Brésil, c'est surtout la question des médias. C'est une question très importante. Peut-être on n'aura pas beaucoup le temps d'en parler, mais c'est la question de l'hégémonie des grands médias au Brésil. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a 8 familles qui détiennent les grandes chaînes, les grands journaux et les grandes radios dans un pays de 210 millions d'habitants. Et depuis les débuts, ces médias ont toujours joué avec la question et cette image du parti des travailleurs qui a trahi le peuple. Et ça, ils l'ont joué. Ils n'ont pas joué sur le vide. Il y avait des choses. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de corruption. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. La question, c'est qu'il y a toujours eu, pour les grands médias et pour le système judiciaire brésilien, 2 poids et 2 mesures. Pour le PT, c'était 12 ans et demi de prison pour Lula, avec un appartement qu'il a dû acheter moins cher. On ne sait pas, il a été condamné sans les preuves, c'est vrai. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui, des hommes et des femmes politiques, de tous les partis confondus, dont le parti de Bolsonaro, qui ne sont pas encore en prison ou qui ont eu des peines de prison beaucoup moins importantes. Et c'est ça la question qui, aujourd'hui, la gauche brésilienne et les mouvements sociaux clament, c'est l'injustice que tous ces systèmes reproduisent et prouvent. Juste, on vient d'apprendre là, aujourd'hui, il y a une enquête qui est lancée sur le conseil économique de Bolsonaro, qui est sortie ce matin. Donc, visiblement, il pourrait y avoir des suites autour de ça. Qu'est-ce que ça révèle Ça veut dire, en gros, que son entourage non plus n'est pas du tout...
Ah bah, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que Bolsonaro lui-même, pendant la campagne il a dit il y a 2 jours, on a constaté que le parti dans lequel il a été depuis quasiment l'intégralité de sa carrière politique, le PP, le Parti populaire, avait reçu de l'argent sale comme absolument tous les partis, puisqu'il n'y a pas de système de financement de la vie politique au Brésil. Il n'y a pas de financement public, il n'y a pas de possibilité de donner des dons légalement. Et donc, il n'y a pas d'argent qui peut arriver, si ce n'est par un militantisme qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de système de financement de la vie politique. Le seul moyen de financer la vie politique, c'est ce qu'on appelle la deuxième caisse, c'est-à-dire l'argent clandestin qui arrive des entreprises en échange d'une rétribution évidente. Le PT ayant été au pouvoir très longtemps, avec des alliés qu'il était difficile de faire adhérer à sa politique, il a été particulièrement touché par ce mécanisme-là, pas forcément au service de ses propres membres d'ailleurs, mais comme organisateur d'un système de gouvernement autour de la corruption. Plus généralement, en fait, quand on regarde Lula, ce qu'a fait Lula pendant ces 2 gouvernements, il n'a pas changé le système. Il n'a pas changé les règles du jeu. Il n'a pas changé la structure de cette société très inégalitaire et hiérarchisée. La réforme agraire, ça aurait été changer les règles du jeu. La réforme fiscale, au Brésil, tout le monde paye le même taux d'imposition. Quand on gagne très très peu, quand on est multimillionnaire, on a le même taux d'imposition. Il aurait pu changer ça, mais ça aurait été changer les règles du jeu. Il a fait le pari d'utiliser le jeu pour en tirer un excédent au service des plus misérables. En pensant, c'était sa manière de voir les choses, c'est toujours été sa manière de voir les choses à Lula. Lula, c'est toujours été un négociateur, un réformiste, ça n'a jamais été quelqu'un adepte de la rupture radicale. Il a considéré qu'il avait désormais le pouvoir pour utiliser le jeu au service des plus pauvres. Et en fait, tout ce qui suit, c'est-à-dire le fait que c'est insuffisant finalement, et que le fait de rester dans les mêmes règles du jeu, ça finit par ne plus assurer des soutiens au PT et lui faire perdre une partie de ses appuis populaires, dans le cas d'une campagne de propagande très à droite, extrêmement violente. C'est ça qu'on reproche aux 2 gouvernements. Et celle qui a tenté de sortir des règles du jeu, c'est Dilma Rousseff. Elle a tenté la réforme politique. Après les grands mouvements de 2013, elle a tenté une réforme politique. Et elle s'est pris un mur gigantesque de la part de l'ensemble de la classe politique qui a dit que c'était absolument impossible. Elle a donné du pouvoir à la justice et au parquet et à la police fédérale pour tenter de modifier, non pas les règles du jeu, mais de modifier les équilibres entre la classe politique et les autres institutions républicaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces forces, qui étaient des forces conservatrices dans leur majorité, pas dans leur entièreté, la justice elle est divisée au Brésil, se sont retournées contre elle. Et en grande partie pour protéger ceux qui ont succédé à Dilma Rousseff, c'est-à-dire le parti de centre de Temer, qu'est-ce qui est de plus pourri dans la classe politique brésilienne. Là depuis toujours, depuis la dictature, ils n'ont pas bougé, ils sont là, c'est un cercle. Ils n'ont pas d'idéologie, ils vont avec qui paye le mieux. Ce qui est intéressant sur ces élections aussi, qui est important, c'est l'éclatement de la droite traditionnelle. Donc ce parti de Temer, le PMDB et le PSDB, qui a toujours été au 2e tour des élections présidentielles, pour la première fois, ces 2 partis traditionnels de droite s'effondrent complètement. Juste encore une question sur le PT, le score du Parti travailleur, parce que en même temps, on a raconté pendant cette campagne l'éclosion et la construction d'un mouvement social qui avait l'air passionnant, de loin, sur les droits des femmes, la mobilisation de ces femmes contre Bolsonaro, cette ouverture d'une page Facebook qui a attiré je ne sais plus combien de millions de signatures. Et on a un peu l'impression, pareil, que le Parti travailleur n'a peut-être pas réussi à articuler ça, ou là, est-ce qu'il ne se joue pas quelque chose entre les mouvements sociaux, les partis traditionnels en crise, etc., et l'incapacité à... Voilà. Parce qu'en même temps, on se retrouve dimanche dernier avec un candidat d'extrême droite aux portes du pouvoir, alors qu'on a l'impression en même temps que l'Amérique latine et le Brésil sont traversés par des mouvements sociaux sur les droits des femmes et tout, beaucoup plus conquérants que ce qu'on connaît ici, par exemple. Donc comment on raconte un peu, comment on explique ce paradoxe? Ça, il n'y a pas de contradiction. Enfin, c'est pas justement, c'est la réaction en fait à des mouvements sociaux qui reprennent de la vigueur. Quoi. C'est juste que ça fait peur en fait, des paysans qui occupent des terres, ça suscite enfin toute une... Au contraire, le lendemain des grandes manifestations, le vote des femmes pour Bolsonaro a explosé. A explosé. Il a explosé presque 10 points. C'est-à-dire que la vision de cette mobilisation populaire, progressiste, qui est à 1 million de kilomètres de la vision paranoïaque, moraliste, anticommuniste que développe la nouvelle droite, cette distance entre l'hésitant qui est tenté par Bolsonaro et les personnes qui sont dans la rue,
qui sont plusieurs millions, mais plusieurs millions à l'échelle de 100 millions d'électeurs, hein, c'est très peu, qui sont l'avant-garde d'un progrès politique, culturel. Ça n'a fait qu'éloigner les gens qui en sont loin de la possibilité d'y adhérer, et donc qui se sont d'autant plus reconnus dans la figure absolument opposée qui est Bolsonaro. Et le Brésil, c'est quand même le pays des contrastes. Ouais. Ça, on a eu le pays a 147 millions d'électeurs, dont 97 millions n'ont pas voté Bolsonaro. Parce qu'on parle des 50 millions qui ont voté Bolsonaro, mais on a 97 millions qui n'ont pas voté Bolsonaro. Entre Haddad, Ciro Gomes, qui a fait quand même 12%, ou les candidats de droite, tout confondu, les abstentions, on a eu quand même 20% d'abstention, qui restent les mêmes taux que de 2014. Mais c'est un pays qui a des mouvements sociaux très forts. Le mouvement de Sans Terre est créé au début des années 80, c'est le mouvement des travailleurs sans terre. Et donc, tous ces mouvements aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un parti de gauche au pouvoir qui, dans la contradiction, a affaibli ces mouvements sociaux. Ils existent toujours. Les mouvements des travailleurs sans toit au Brésil est un mouvement très fort des centres urbains pour la question du droit au logement, où son leader était quand même candidat à la présidentielle par le parti qu'on appelle le PSOL, qui est le parti de la gauche radicale, qui avait comme vice-présidente une femme représentante des peuples autochtones. Donc voilà, il y a une mobilisation énorme, les mobilisations des femmes, qu'on appelle pas lui contre Bolsonaro et les non, ça a mobilisé énormément au Brésil, avec 3 millions de personnes dans les rues. Ça, c'est historique au Brésil. Mais ça a été en partie contre-productif, en tout cas à court terme. Je ne renoncerai jamais à l'antifascisme, quel que soit les... Non, c'était pas contre-productif. On ne peut pas dire ça. Non, bien sûr que non, mais il y a un... Non, elles n'étaient pas contre-productives. C'était un mouvement de résistance. Dans un moment, il faut pas mettre le Brésil à part dans le monde. Hein. On est dans un monde où les montées d'extrême, c'est partout. C'est une réaction aussi à ce qui se passe, à ces changements de société, à cette lutte des minorités pour plus d'égalité, pour plus de places dans les espaces publics. Il ne faut pas oublier ça. On a l'Italie qui est vraiment à notre frontière en France, où l'extrême droite est au pouvoir. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Asie, aux Philippines avec Rodrigo Duterte. Donc ça se passe un peu partout, cette montée, ces rejets de l'égalité, ces rejets des minorités. Donc au Brésil, n'est pas ailleurs. La question, c'est quand ça se passe au Brésil, dans une démocratie, certes fragile, certes récente, nouvelle, ça date de 85, mais qui est un pays important dans un continent comme l'Amérique latine, c'est la question qu'on doit nous poser toutes et tous. Qu'est-ce que ça va se passer? Et quand une démocratie tombe, toutes les démocraties sont en danger. Fabrice Andréani, peut-être, je voulais juste, pour qu'on continue à décrire un peu les ressorts de cette campagne et le score massif de l'extrême droite, qu'on revienne maintenant sur la crise migratoire, avec des guillemets, sur laquelle a joué l'extrême droite brésilienne. On a publié un long reportage sur ces questions-là et la manière dont Bolsonaro a un peu joué sur les nationalités les unes contre les autres. On a du mal à se rendre compte de comment ça a pesé dans la campagne. Est-ce que vous pouvez resituer déjà pourquoi les migrants vénézuéliens au Brésil et comment ces choses-là sont aussi perçues depuis le Venezuela? En fait, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout affecté dans l'état de Roraima, là où il y a eu des émeutes. Enfin, ils ont attaqué des camps et puis ils ont mis le feu même à des camps. Donc il y a des Vénézuéliens qui ont dû repartir dans l'autre sens. Après, il faut voir que pour arriver à la frontière, là, à Santa Helena, c'est vraiment tout au bout d'une route où il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il faut vraiment vouloir aller. C'est vraiment des gens, qui prennent la fuite, qui partent, quoi, parce qu'il n'y a vraiment plus rien, quoi. Donc, sur des centaines de kilomètres, donc c'est pas rien d'arriver là-bas. Donc après, là, ils sont refoulés, il y en a une partie qui sont été... Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit la plus... Enfin, comment dire, qu'on sait pourquoi les gens partent, parce qu'il y a une situation qui est au Venezuela qui est vraiment catastrophique. Ça, et pour le coup, quand vous dites, quand une démocratie tombe, les autres aussi, le problème, c'est que justement, il y a un problème de jeu de miroir, et je pense que c'est plus sur le discours anticommuniste et anti-Maduro, et c'est quelque chose que dit la droite vénézuélienne, même pas la droite, l'opposition vénézuélienne qui est un peu
Alors, c'est vrai que dans les partis de droite ou d'opposition qui ne sont pas associés à l'axe, on va dire, de gauche, ils confondent un peu tout. Ils disent, voilà, l'effondrement du Venezuela, c'est un projet de Fidel Castro, quoi. Le fait que les gens... Mais par contre, oui, mais bon, ils voient ce qui s'est passé à Cuba entre les années 70 et 90, tout le monde est parti, et ils disent, ah, bah, il fait la même chose chez nous, quoi. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à Cuba, les gens, ils peuvent manger... un minimum, même s'ils sont rationnés, ils ne doivent pas faire des queues de 36 heures pour acheter un paquet de farine, quoi, à un prix normal. Donc, et ils peuvent se soigner dans un hôpital à peu près bien. Sauf que, et donc là, ce que les gens ne prennent pas la mesure, je pense, dans la gauche régionale, et autant dans les militants que peut-être que les dirigeants le savent mieux, parce que Haddad, il a dit, oui, bon, le Venezuela, il y a un problème de démocratie. Mais au Venezuela, ça fait longtemps que la démocratie est tombée, et c'est une situation, évidemment, c'est ce qui explique, par exemple, aussi le poids que ça a eu en Colombie sur l'élection de Duque, et qui est certainement pas un type aussi réactionnaire, je pense que... Alors, qui est aussi un candidat à un président de droite. C'est pas un président d'extrême droite, c'est un président de droite libérale, conservatrice, plutôt à la base proche d'Uribe, mais c'est pas de l'extrême droite. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre. C'est vrai qu'il y a une poussée de l'extrême droite dans le monde, ça on est clair et net. Mais je veux dire, Trump, c'est pas Bolsonaro, et Trump, c'est pas machin. Et je veux dire, c'est pas... L'élection de Duque, par exemple, vous dites pas que c'est la même dynamique que... Non, c'est pas... Non, en Colombie, c'est hyper différent. En Colombie, il faut quand même savoir qu'en Colombie, il y a quand même le poids du conflit armé. La majorité... Alors après, on peut dire, oui, c'est les médias, l'éducation, juste... De toute façon, les classes populaires sont pas spontanément... très pro-communiste, tout ça, quoi. Donc, en Colombie, par exemple, les gens pensent qu'une majorité des gens vous diront « Ah, mais en fait, le conflit armé, c'est les FARC ». Alors, évidemment, c'est pas le plus de violation des droits de l'homme, c'est pas les FARC, évidemment, tout ça. Mais les gens associent le candidat Petro, en fait, à l'accord de paix. Donc, Gustavo Petro, à cet accord... Voilà, le candidat de gauche. Et donc, en fait, forcément, c'est des gens qui veulent être sympas avec les types armés qui ont mis le pays à feu et à sang. Donc la vision, c'est un peu ça. Mais après, juste un truc, c'est vrai qu'on ne prend pas la mesure, en fait, de ce que peut être, en fait, l'effondrement, en fait, total du Venezuela. Et ça, c'est un truc, alors, vu de loin, on dit oui, alors il y a une poussée de la droite, oui, alors c'est vrai que, bon, il y a des violents d'un côté et de l'autre. Mais non, enfin, je veux dire... c'est un truc assez inimaginable, en fait, quand on n'a pas forcément les éléments. Et je pense que dans la région, il y a beaucoup de gens qui voient, quand ils voient débarquer les migrants qui débarquent, dans quelles conditions. Là, c'est plus de la classe moyenne, hein, les gens qui débarquent. Donc, ils sont complètement à la rue, sans rien. Vous avez des familles entières voilà, qui sont là à mendier. Bon. Donc, ça ne donne pas envie, forcément, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu une association, quand même, pendant assez longtemps, de ce truc. Là, au Forum de Sao Paulo, par exemple, il y a eu la position du Forum de Sao Paulo, quand même, dont la directrice est la directrice des affaires internationales du PT. La position, c'est quand même Ortega et Maduro, donc le président du Nicaragua et le président du Venezuela, c'est des camarades. On est contre l'agression impérialiste, tout ça, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement hallucinant. Quand on sait vraiment ce qui se passe sur le terrain, c'est complètement... En fait, il y a quelque c'est chose délirant, qui est très marquant quand on va au Brésil à l'occasion de l'ascension de Bolsonaro, c'est cette impression de voyage dans le temps. D'arriver en pleine guerre froide, avec un discours où il y a un projet de communisation du continent, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une partie de la droite américaine, nord et sud, qui n'est jamais sortie de la logique de guerre froide. On sait très bien qu'une partie des secteurs de l'administration d'État américaine, latino-américanistes du point de vue de l'administration, ils ont été en Amérique centrale dans les années 80, donc les transitions démocratiques du cône sud, ils les ont vécues du côté des Contras, ils se sont formés à une pensée de droite à cette époque-là, ils ont enchaîné avec le Venezuela. Il y a toujours eu une pensée anticommuniste appliquée à l'Amérique latine qui a survécu dans des secteurs de la droite américaine et de la droite latino-américaine. Mais également, il y a une partie des lectures géopolitiques de gauche latino-américaine qui ne sont jamais sorties d'une lecture binaire du monde, où il y a les Américains qui sont de toute façon responsables de tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts américains en jeu, mais que de toute façon, on regarde qui est l'ennemi des États-Unis et c'est notre ami. Comme la Chine, la Syrie. Voilà. Et donc la ça a été des éléments du discours, en partie des stratégies, d'une partie, et ce n'est pas simplement au Brésil, en Amérique latine. Il se trouve qu'à ce jeu-là,
des gauches qui n'ont rien à voir dans leur action politique avec des gauches autoritaires radicales. Le PT, ça n'a rien à voir avec ni Maduro, ni le communisme, ni Cuba, ni rien du tout. C'est Hollande, hein, le PT quand même. Le PT au pouvoir, on réforme rien en base et on adapte le capitalisme pour faire un tout petit peu de social en laissant les intérêts dominants bien préservés, voire enrichis. Pourtant, j'ai une grande affection pour Lula comme homme politique et pour sa trajectoire, mais il ne faut pas imaginer qu'il a fait un gouvernement socialiste. Donc, il n'y a pas de réalité à cette interprétation. Lui-même, il a toujours dit, Lula, je l'ai vu plusieurs fois en débat, il a toujours dit, je suis un homme de centre-gauche. Il a toujours revendiqué. On en revient à ce que vous disiez au début sur la victoire sur les récits et la manière dont Bolsonaro a réussi à façonner. La gauche a perdu la bataille des récits. Ce qui est paradoxal, c'est que quand Chavez arrive, il a plutôt un discours de centre-gauche. Et là, le lobby anti-cubain, ça et tout, lui tombe dessus. Bon, il y a George W. Bush qui est au pouvoir, justement, dans cette narrative de guerre froide et tout. Et ensuite, bon, voilà, il y a vraiment des mouvements forts qui vont le soutenir. Et après, il s'adapte très, très vite. Mais il prend un discours socialiste très fort, tout ça. Et donc là, il y a un système de corruption ça, qui se met en place, mais le Brésil, c'est rien à côté. Enfin, je pense que oui, il y a des... Alors, pour l'achat des parts, mais je veux dire, au niveau de la gestion des entreprises publiques, enfin, c'est des trucs... voilà, qui, si aujourd'hui, ils produisent plus rien, c'est parce que déjà, quand il est mort, déjà en 2013, il y avait plein de choses qui ne marchaient plus, quoi. Donc c'est assez marrant et donc du coup, enfin c'est marrant, c'est paradoxal parce que du coup là il y a un discours en fait où on dit ah oui mais c'est le communisme machin et tout alors qu'en fait c'est juste un clan qui pille le pays en fait avec enfin voilà c'est un ensemble de clans qui pillent le pays, qui ont siphonné les entreprises publiques et donc on dit ah oui mais donc après on accuse le PT de dire oui mais c'est hyper corrompu mais c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe au Venezuela. Le PT n'a pas pillé le pays. Mais voilà, quand on regarde l'ampleur évidemment et puis ils produisent. Je veux dire, c'est une période d'extraordinaire prospérité le gouvernement du PT jusque très tardivement. C'est une période de réduction des inégalités, de sortie des gens de la misère et il y a eu un argent qui, en chiffre absolu, paraît considérable, qui représente une partie minuscule du PIB, qui a été complètement indolore. C'est pas pour ça que c'est pas condamnable. Ça ne peut pas marcher comme ça, la politique. Il faut trouver des manières de marcher comme ça. Néanmoins, si moi, j'avais été au pouvoir en 2003, 2004, 2005, et que je m'étais retrouvée avec 16% de députés au Parlement, des promesses pour que les gens y mangent, pour qu'ils aient à bouffer dans leur assiette, et que j'avais eu à gouverner, eh bien, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ce système profondément hiérarchisé, autoritaire, hostile au fait de voir cette population toujours très, très, très basse dans la hiérarchie sociale monter un tout petit peu. Surtout que vous avez une vraie production agroalimentaire, enfin il y a tout ce qu'il faut. On va juste essayer de terminer sur le moment, on va revenir dans la campagne du 28, juste pour terminer cet échange, et essayer de comprendre un peu, on a parlé à un moment, front républicain, pas de front républicain, là, les partis sont à peu près positionnés. Les premières heures et jours de campagne sont assez violents, il y a des échanges un peu durs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le nombre de soutiens, par exemple, qui sont les principaux candidats qui ont appelé à voter Haddad ? Et on va revenir ensuite sur la question des mouvements sociaux. Est-ce qu'il va se passer des choses aussi sur ce front-là d'ici le 28 ? Donc déjà, le candidat du PSOE, de la gauche radicale, a appelé à voter Haddad. Ils se sont déjà rencontrés ces jours-ci. Ils ont déjà un programme commun. Il a déjà fait sa pub sur Twitter. Ça fait pas une majorité pour l'instant. Ah non, ça fait au contraire, très peu. Il faut pas... Je pense que c'est une chose très importante pour comprendre le Brésil. Je sais, on est en France, on a l'habitude de regarder la France et dire que ça doit pas le Front républicain. Ça n'existe pas au Brésil, ça ne marchera pas. Là, déjà, Ciro Gomes, qui est le candidat de centre-gauche, c'est pas encore prononcé, mais c'est bien probable qu'il lui appelle voter Haddad. 12,5%. 12,5%, exactement. Ceci dit, le PSDB, de Alckmin, qui était le candidat du système, qui a fait même pas 5%, lui, son parti est complètement divisé. Doria, qui est le gouverneur de São Paulo, qui l'a remplacé pour que Alckmin devienne candidat à la présidentielle, avant le premier tour, avait déjà soutenu Bolsonaro. Donc la droite traditionnelle est partagée, divisée. Fernando Henrique Cardoso a déjà dit qu'il ne va pas donner des consignes de vote. Non. Donc le Brésil est très divisé et il n'aura pas un front républicain, malheureusement.
Sur la question des mouvements, du coup, des mouvements sociaux, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues là dans les semaines, dans les jours à venir même Il va y avoir des manifestations qui sont prévues. Il y a des manifestes, des textes. Beaucoup d'électeurs qui sont convaincus de la nécessité de tenter d'empêcher Bolsonaro d'arriver au pouvoir ont adopté un militantisme personnel. Tout le monde ne parle plus que de la possibilité d'entrer dans des listes WhatsApp de gens qui ne sont pas du même camp politique, d'aller dans la rue, de parler à ses portiers, aux gens de son quartier. Donc il y a une mobilisation de la société, mais on dit que pour que Haddad gagne, il faudrait qu'il gagne 1 million de votants par jour. Par jour. Avant le 28. Donc il faudrait qu'il se passe quelque chose de considérable en fait. Il faudrait qu'il y ait un choc. Soit qui éloigne les gens de Bolsonaro, soit qui les rapproche d'Haddad d'une manière qu'on n'arrive pas à imaginer. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui soit observable macroscopiquement qui pourrait penser à une grande vague vers Haddad irrépressible. Les mouvements sociaux, les syndicats brésiliens appellent une grande manifestation le samedi 20 octobre. Ouais. Nous, ici à Paris, avec Autobrésil, FAL, France-Amérique latine, les Amis du Mouvement Sans Terre, on appelle un rassemblement le samedi 20, place de la République, à 15h. À Paris, exactement. Il faut penser qu'au Brésil, il n'y a pas de fatalité. Les mouvements sociaux, tous les mouvements progressistes vont se battre jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est très important. Ok, la date du 20 octobre est retenue. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Nous allons bien sûr continuer à couvrir les élections jusqu'au 28 avec des reportages au Brésil de notre correspondant Jean-Mathieu Albertini. En attendant, vous pouvez retrouver les articles dans le dossier Brésil présidentiel de Mediapart. Une offre d'abonnement est toujours valable à partir d'€1 et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17 octobre sur Mediapart à partir de 19h en gratuit et en clair. Merci beaucoup, bonne soirée.